Et bonjour à tous, aujourd'hui on va revoir comment faire le tapis roulant, mais avec une version un peu plus clean, sans utiliser le add push et le add force, qu'on pouvait utiliser déjà que sur le personnage principal, donc c'était pas super si jamais on voulait faire rouler d'autres éléments sur un tapis roulant. Et en même temps on va avoir une alternative, et on va voir aussi un petit peu de shader pour comment faire matcher du coup une texture de tapis roulant avec des vitesses variables. Donc la première chose que je vais faire, je vais créer un nouveau niveau, donc CTRL N, Default, très bien, on va peut-être scaler ça un petit peu, voilà. Je me suis rajouté le Feature Content Pack du third person, voilà. Donc normalement ça vous rajoute des folders, je vais prendre le blueprint, le placer dans mon niveau custom, et pour être sûr que je le possède quand j'appuie sur play, en le sélectionnant, je vais aller regarder dans les détails, et je vais juste taper dans le truc de recherche Possess, et là on a un Auto Possess Player, et je vais mettre en Player 0, soit le premier joueur qui spawn dans la partie, soit moi-même. Et pouf, et voilà. Et maintenant on va faire un blueprint de tapis roulant. Donc je me suis fait un petit folder, je vais créer un nouveau blueprint, blueprint class actor. Oups. Le tapis roulant. Et donc cet acteur va contenir toute la logique qu'il me faut pour contenir le visuel de mon tapis roulant et en même temps pour contenir la logique qui va me permettre de déplacer mes acteurs qui sont sur mon tapis roulant. Donc pour faire ça, la première question à se poser, c'est de quoi j'ai besoin en visuel, de quel type d'éléments j'ai besoin. Donc on va avoir besoin d'un static mesh, donc je vais rajouter un static mesh component. Static mesh, blip. Je vais tout de suite lui mettre un mesh de plane. Plane. Ok. On part du principe que ce tapis roulant, donc je pourrais le mettre dans une scène, n'importe laquelle, et ensuite, pour régler directement sa dimension, je vais pouvoir le scaler directement. C'est pour ça que plus tard, vers la fin, on verra un petit peu de matériel, comment faire du tileable là-dessus. Mais dans un premier temps, j'ai ma plane, c'est bien. Maintenant, ce que je veux, c'est aussi une box, vu qu'on va utiliser une box de collision pour justement définir quel acteur est en train de collisionner avec ma plane qui a été scalée. Donc je vais prendre un box collision. Première chose que je vais faire, je vais le faire matcher aux dimensions de ma plane, tout du moins en X et en Y. Donc là, je vais regarder mes box extents, donc l'extension de ma box, qui par défaut est à 32 par 32 par 32, ça n'a aucun sens. Donc on va le mettre à 50, 50 et 25. Je vais pas hésiter à la mettre un tout petit peu plus haute que nécessaire. Blip, admettons, quelque chose comme ça. Et une fois que je l'ai mis aux bonnes dimensions, je vais directement venir le parenter en faisant un drag and drop du box sur le static mesh pour le parenter ou le déparenter. Donc comme ça les deux sont bien liés, et quand j'irai scale ma plane, vu que la box collision a exactement les mêmes dimensions que ma plane, bah, le scale sera respecté. Lien de parenté. Très bien, on va remettre ça à 1, 1. Et donc si j'inspecte maintenant mon blueprint, je vois que je peux le scaler, et à chaque fois je scale la box. Donc la petite remarque par rapport à ça, c'est que du coup c'est la box qui va permettre de définir quel acteur entre et sort de ma surface. Et du coup ça va être un peu ma zone de sensibilité. On verra un petit peu plus tard l'importance que ce petit truc a. La première chose maintenant que je vais faire, c'est du coup définir cette logique qui permet de prendre en compte le fait que quand mon acteur collisionne avec cette box, eh bien je vais commencer à faire bouger mes acteurs dans le monde. Donc pour ça, ce qui va m'intéresser, c'est dans la box collision, si je descends, donc déjà je vais remarquer que dans collision, ici j'ai overlap all dynamics. Donc la physique, elle a 3 états, quelque part. Il y a le ignore, donc ça ignore tout. Il y a l'overlap, ça veut dire qu'on peut se superposer avec d'autres collisions. Et il y a le bloc qui, lui, par contre, bloque l'entité physique. Donc s'il fallait se représenter l'analogie, imaginez-vous que vous êtes un magicien, voilà. Soit vous ignorez les collisions, bravo, vous cheatez. Soit vous overlappez avec, ça veut dire que vous prenez en compte le fait que votre main est en train de fusionner avec le mur, vous avez connaissance de la chose, mais vous pouvez toujours passer au travers.
Donc c'est pas tout à fait comme ignore, où là, ignorer, vous n'avez aucune connaissance de l'état physique. Overlap, vous pouvez traverser les choses tout en ayant conscience de l'overlap, du fait que vous vous superposez. Et le bloc, c'est vous êtes un être humain normal et votre main ne peut pas, ne peut pas passer à travers le mur. Donc voilà, donc là on a une collision en overlap et du coup on va pouvoir avoir connaissance des objets qui overlap avec cette box. Et quand je descends, on a des events en bas. Donc tout ça, ce sont des petits events sur lesquels on peut venir se lier. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est le begin et le end overlap. Donc ça va quand même être un point d'entrée et un point de sortie, begin, end. Donc je vais cliquer à chaque fois sur le plus, qui va me permettre de rajouter cet event. Et là, on voit qu'on a rapatrié des événements qui sont liés à ma box. Donc on a entre parenthèses box. Et donc ça, en gros, ça nous dit, on récupère les events de ce component. Et quels sont les events? C'est le onComponent begin overlap et le onComponent end overlap. Et vu que vous avez l'overlap ici, ça veut dire que c'est directement régi par vos propriétés physiques overlap, ici. Donc ça, c'est juste un petit point sur la physique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dire justement, ok, je vais détecter les acteurs qui rentrent. Donc cet événement-là, en gros, nous dit, quand je begin overlap, je vais trigger, je vais appeler cet événement avec toutes ces informations ici. Donc on n'a pas beaucoup de détails qui nous est dit par Unreal. Là, la seule chose qui va nous intéresser, c'est le other actor, c'est quel est l'autre acteur qui vient de collisionner avec mon component. Donc ça peut être un joueur, ça pourrait être une boîte, ça peut être un objet quelconque, un acteur. Donc encore une fois, la classe actor, si vous vous demandez à quoi ça correspond, quand vous créez un blueprint, vous le créez à partir d'une classe, vous pouvez l'inspecter ici tout en haut à droite, le parent class, qui est actor. Et la très grande majorité des classes dans Unreal dérivent de la classe actor. Donc quand vous avez un actor object reference, c'est un peu le point le plus bas niveau que vous pouvez avoir d'un acteur dans Unreal. Un autre exemple, si vous sélectionnez une plane qui est dans votre niveau, hop, est-ce qu'on peut inspecter sa classe? Non, il faut que j'aille dans le outliner, hop, et si je sélectionne mon floor, si je regarde sa classe, c'est un static mesh actor. Voilà. Donc les actors, c'est un truc hyper bas niveau. Et ça, c'est intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est je vais préparer une variable, un array, donc une liste, de type actor qui va contenir tous les acteurs qui sont en train de collisionner avec mon mesh. Je vais commencer par créer une variable en cliquant sur le plus. Le nom, je vais lui mettre overlapping actors. Dans le type, donc le variable type, je vais juste taper actor. Et voilà. Et ici, j'ai actor. Donc n'hésitez pas à chaque fois à lire un petit peu tous les overlaps. Pardon. Object reference, et pour le changer en array, parce que là en gros donc on a une variable de type actor mais qui ne peut contenir qu'un seul actor, tandis que si je le convertis en array, en faisant ça, blip, en cliquant sur cette chose, et en sélectionnant l'espèce de petite grille de 3x3, ça devient un array. Et du coup un array c'est une liste au final. Donc si je récupère maintenant ma variable, par exemple, donc c'est une liste, donc je ne peux techniquement rien en faire. Avant de pouvoir récupérer un élément de mon array, de ma liste, il faut que je fasse un get a copy. Hop. Et là, la sortie sera l'actor object reference, donc ça sera exactement la même sortie par exemple que mon other actor ici, un actor object reference. Donc les deux sont la même, c'est juste qu'il faut que je le sorte au préalable de ma liste. Et ici, cette espèce d'integer qu'on a ici, donc c'est l'index, c'est ce sur quoi on pointe dans notre liste. Donc une autre manière de se visualiser la chose, si vous tapez juste un make array, vous allez créer un array, donc la pin est grise, ça veut dire que c'est un wildcard, donc vous pouvez passer n'importe quelle variable là-dedans pour référencer son type. Donc par exemple, ici on a maintenant un array de booléen, donc vous voyez qu'ici on est en train de construire un array, on fait make array, je pourrais faire un get de nouveau derrière. Et donc avec ça, on voit un petit peu comment faire un array. Et du coup, cet integer ici, c'est l'index, c'est ce sur quoi on pointe dans notre array. Donc c'est l'entrée 0, ça commence toujours à 0. 0, 1, 2, 3, 4. Donc si je voulais récupérer le dernier, par exemple, je ferais un get 4.
Donc le fait d'utiliser un array, ça va nous permettre de manipuler plusieurs acteurs à la fois, en gros. Donc c'est ça qui est bien avec les arrays. Et ce que je veux faire, c'est que je veux lui dire, ok, bah, ma box de collision, quand je commence à collisionner avec quelque chose, donc quand je trigger le begin overlap, je vais référencer un acteur. Et s'il sort de ma collision, je vais le déréférencer. Et tout l'intervalle de temps entre le moment où j'ai un acteur qui est rentré via le begin overlap et qui est sorti entre le end overlap, eh ben ça veut dire que mon acteur est en train de collisionner avec mon tapis roulant, et du coup, je vais le déplacer. Donc la logique va être aussi simple que ça. Donc pour référencer un acteur, on va faire un add pour rajouter dans mon array un élément. Ici on a deux options, on a un add ou un add unique. Moi ce que je vais faire c'est un add unique, juste pour avoir la garantie que ce que je vais rajouter dans mon array est unique. C'est-à-dire que je pourrais ne le référencer qu'une seule fois. Donc ça c'est juste un moyen d'être sûr de ne pas référencer 3 fois le même acteur pour X ou Y raison. Boop. Ok. Vous avez un super petit raccourci clavier aussi qui est Q pour centrer vos nodes à l'horizontale. Plip. Et ça c'est cool. Donc là je vais le référencer, et quand je vais le déréférencer, je vais faire exactement la même. Je vais prendre mon array, get, et là je vais pas faire un add, mais un remove. Donc pareil, on a deux remove, un index et un item. L'index du coup commence de 0 et va jusqu'à autant d'entrées qu'on a dans l'array. Sauf que là c'est pas très précis, parce que moi je récupère un acteur mais j'ai pas l'index de l'élément dans mon array. Donc on pourrait faire des trucs alambiqués, genre un find item avec le other actor, et du coup il me renverrait l'integer, et là je pourrais remettre l'integer. Mais c'est moche, il y a plus simple, on va faire un remove item. Voilà. Et avec ça du coup on va enlever l'acteur. Et là en fait c'est un petit truc assez marrant, c'est qu'on part du principe que si un acteur sort, c'est nécessairement qu'il est rentré la première fois. Donc juste en faisant ça, on a quelque part la garantie que notre acteur, bah, pour sortir, aura besoin de rentrer, vu qu'on a d'un côté un add unique dans l'array, et de l'autre, bah, le end overlap. Donc, pour avoir le end overlap, il faut avoir eu le begin overlap. Et ça va juste être notre logique de collision. Le reste de la logique, du coup, va être... Oups, dans le tick, du coup, à chaque frame, où on va déplacer notre acteur dans le world. Donc pour ce faire, quel va être le principe? Le principe va être de récupérer du coup notre array, et on part du principe que bah, tous ces événements-là, le begin et le end overlap, sont appelés à des instants t. C'est-à-dire au moment où je joue, voilà, à l'instant t, il se trouve que je vais rentrer dans ma box de collision, et à un autre instant t, je vais sortir de ma collision. Mais tout l'intervalle de temps entre le begin et le end, il va falloir que je déplace mes acteurs dans le monde. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste processer chaque entrée de mon array, c'est-à-dire exécuter une logique pour chacune des entrées de mon array. Donc si j'ai un seul acteur, je vais exécuter une seule fois une logique. Si j'en ai 10, je vais exécuter cette logique autant de fois que j'ai d'acteurs dans mon array. Donc pour ça, on va utiliser une boucle. Donc c'est exactement la même chose que dans d'autres langages, le for each loop, où vous allez rentrer un array, et c'est l'équivalent en gros du for i égale 0, i inférieur... attendez, non, pas du tout. Là je suis en train de me confondre avec autre chose. Avec du mail, quel enfer. I inférieur à length array, i++, où on incrémente quelque chose. Ou alors en Python, parce que le Python c'est génial, for i in array. Donc pour chaque entrée de mon array, l'équivalent de cette boucle for each devient le for each loop. Où là du coup, donc c'est assez curieux parce qu'on a à la fois une entrée, l'exécution, donc à quel moment on va lancer notre boucle, très bien. Et après on a deux sorties, on a un loop body et un completed. Bah, le completed, c'est une fois qu'on a terminé d'effectuer notre logique pour chaque entrée de notre array. Et le loop body, bah, c'est le corps de notre boucle, et du coup là ça va être exécuté autant de fois que j'ai d'entrées dans mon array. Donc si par exemple ici j'ai 10 actors, ici je vais m'exécuter 10 fois, en commençant par le array index 0 à la première exécution,
puis à la deuxième exécution ce sera 1, à la troisième ce sera 2, etc. etc. Pareil pour le array element, où la sortie du array element, à chaque fois, c'est l'entrée de notre array qu'on est en train de processer dans notre loop body. Et d'ailleurs, ça correspond exactement au même si je faisais un get de mon array, get a copy, en utilisant l'array element. Ces deux-là seraient strictement égales. Donc c'est juste qu'on a les deux en même temps, ce qui est très pratique. Et donc là, le principe va être de dire, ok, bah pour chaque acteur qui est en train d'être collisionné, eh ben, je vais le pousser dans une direction. Et pour faire ça, donc déjà on se rappelle que là on utilise l'actor object reference, donc ça veut dire que ce soit le player ou une box ou n'importe quoi, ce sera exécuté et géré de la même manière. Donc là, si on trouve le moyen de tout gérer d'une seule traite, bah c'est parfait, on peut rendre n'importe quel acteur compatible avec notre tapis roulant. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui me permettra de déplacer un acteur dans le monde. Donc on avait utilisé le add force précédemment, mais ça marchait que pour le caractère, donc c'était pas top. Et là, on va plutôt utiliser quelque chose de différent. C'est un add world offset, où là, on va prendre la position de notre acteur, et on va le déplacer dans une direction, à chaque fois légèrement, dans une direction. C'est un delta location, on va légèrement le pousser. Et on va faire ça pour tous les acteurs qui sont en train de toucher. Donc mon loop body va faire ça, hop, donc à chaque frame et pour chaque entrée de mes acteurs qui overlap, on va le déplacer dans une direction. Et là la question c'est, oui, mais dans quelle direction on va déplacer notre personnage ou notre élément qui collisionne? Parce que si je mets un 1 par exemple, déjà ça vaudra le coup de regarder un petit peu ce que tout ça nous donne. Et de regarder un petit peu ce qu'on peut faire au niveau du debug. Donc si maintenant je prends mon tapis roulant et admettons je vais le mettre légèrement incliné comme ça. La box de collision ici me paraît un peu fine, du coup je vais juste un petit peu l'élargir. Oups. Donc là je vais sélectionner le box component et juste augmenter un petit peu la box extends. Voilà. Donc si maintenant je fais play, et si je me déplace sur mon tapis, on voit qu'il est en train de me pousser dans une direction. C'est bien. Un petit truc par rapport à ça, n'hésitez pas, quand vous faites play, à regarder votre blueprint. Donc, par défaut, vous avez peut-être rien qui s'exécute, mais si vous allez dans le debug filter, et que vous sélectionnez une entité, c'est-à-dire votre blueprint qui est dans le world, vous avez une liste, vous pouvez voir ce qui se passe. Et là, ce qui est génial, c'est que vous pouvez à chaque fois inspecter des variables. Donc par exemple, là, ici, je peux faire un clic droit et watch this value. Et en même temps, je peux voir les flows d'exécution. Donc là, on voit que par exemple, mon acteur n'est plus sur ma plane, sur mon tapis roulant. Du coup, j'ai plus rien qui s'exécute, parce que je n'ai plus d'entrée dans mon arrêt. Et si je mets... Alors attendez, ça va devenir un peu infernal. Si je me mets maintenant un peu plus extérieur, et si maintenant je continue à jouer, je vais commencer à collisionner avec mon tapis roulant, et on va voir qu'il va trigger ma logique. Hop, donc là il y a eu le add unique qui s'est exécuté pendant une frame. Et maintenant, alors on voit pas trop avec l'affichage du debug, mais maintenant j'ai bien mon truc qui s'exécute, et à la fin du tapis roulant, quand mon personnage va tomber, il va trigger le end overlap, du coup il a déréférencé mon acteur, et du coup le add offset n'est plus là. Donc ça c'est juste un petit point sur le debug qui est extrêmement pratique quand vous faites des trucs en logique comme ça, parce que ça marche jamais du premier coup. Et donc pensez à utiliser ce debug filter pour inspecter votre logique. C'est vraiment quelque chose de extrêmement pratique. Donc voilà. Donc là ça a l'air de marcher, sauf que en fait pas du tout. Si maintenant je rajoute un deuxième tapis roulant, et que je vais le mettre dans cette direction-ci, on va voir que mon truc ne va pas du tout marcher. Mais alors, pas du tout. Voilà. Donc si je marche sur ce tapis roulant-ci, il faudrait que j'aille vers l'avant, sauf que là, mon truc me pousse sur le côté. C'est ridicule. Et en fait, c'est tout à fait logique. C'est parce que le delta location, ici, on a mis 1, c'est-à-dire que c'est en world space. Donc si j'inspecte ma scène, heureux hasard, au début, j'avais orienté mon tapis roulant en X, en world. Donc si je regarde le gizmo du world, ça me poussait dans cette direction-là. Par contre ici, ça continue à me pousser en X, donc ça me pousse littéralement sur le côté.
Donc là maintenant il faut faire en sorte que ma direction en delta location en world space fit avec l'orientation de mon tapis roulant, pour que ça aille toujours dans la même direction. Je rotate mon tapis roulant, donc c'est censé être la direction donnée par mon add world offset. Donc pour ça, rien de plus simple, c'est ce qu'on avait déjà utilisé la dernière fois, je vais récupérer le forward de mon acteur. Donc le forward vector, donc c'est une information de direction, oups, c'est pas du tout celui-ci, actor forward vector. C'est une information de direction, c'est-à-dire que la somme des entrées de mon vecteur ne peut pas excéder une magnitude de 1. Donc ça veut dire que c'est vraiment une information de direction. Et ça sera important pour un petit peu plus tard. Et si maintenant je fais juste ça, donc là par exemple, si le forward de mon acteur, donc si sa direction en world space c'est juste 1 en x, ça ne changera rien. Par contre cet acteur-ci, son orientation, elle est plutôt en -1 y, et du coup son forward sera -1 y. Et du coup maintenant si je vais ici, ça me pousse dans la bonne direction. Maintenant il va nous manquer quelques petits détails. Donc là le gros de la logique est terminé. Là ce qui va nous manquer maintenant c'est juste quelques petits détails. Donc par exemple on va rajouter une notion de vitesse. Et là la notion de vitesse va être quelque chose de super simple. Donc vous avez juste une direction pour le moment. Une direction, donc la somme, la magnitude de ce vecteur n'excède pas 1. Donc ça veut dire que si vous multipliez cette valeur par une valeur de vitesse, donc par un float par exemple, vecteur fois float, bah vous allez faire ni plus ni moins qu'accélérer ou décélérer votre déplacement. Vu que vous avez votre forward vector, c'est toujours compris entre 0 et 1, vous avez la garantie que votre speed ne va pas, sera toujours la même si la valeur de scale de votre acteur est différente ou quoi que ce soit. Et ça c'est l'avantage des vecteurs normalisés, donc où la somme n'excède pas 1. Et donc maintenant je peux promote ça dans une variable que je vais appeler speed, que je vais cliquer sur l'œil pour pouvoir l'exposer sur mes différentes instances. Voilà, par défaut je vais mettre une valeur de 1 quand même. Et si maintenant j'inspecte mes différents tapis roulants, donc ici par exemple je vais mettre une speed de 1, et là par contre je vais mettre une speed de 5. Et si maintenant je teste ma logique, donc là c'est bien, je me déplace, enfin ça me pousse, donc ça ne me trigger plus mon animation, et là maintenant ça me déplace 5 fois plus rapidement. Alors on voit qu'on a un petit décroché vers la fin, ça c'est pas génial. Ce qu'on va faire c'est juste un tout petit détail. Donc là on a vu que je scale mon acteur en fonction de son scale. Enfin que ma box collision fit avec la collision de mon acteur. Le seul problème c'est qu'on a fait fitter notre box picobello avec notre plane. Le problème qu'on a c'est qu'on va se retrouver dans certains cas où le joueur va peut-être pas... il faudrait pousser un petit peu plus le joueur pour pas avoir ce petit saut à la fin, si vous regardez un petit peu ce que ça donne, si je bouge pas. Bah, je me retrouve un petit peu coincé en fait. En tout cas, je suis pas censé être bloqué. C'est pas très sexy comme petit détail. Donc ce que je vais faire, c'est juste cheater un peu et booster, augmenter un peu les box extents de mon box component. Donc je vais juste inspecter un petit peu ce que ça donne ici. Donc je vais pas modifier la valeur de scale, je vais juste rajouter une box extents en dur. Donc je vais faire un box extents. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Set box extents. D'accord. Le seul problème que j'ai, c'est que oui, mais la valeur en dur, je la connais pas directement vu que mon objet est scalé. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer... Ouh non, attendez, on va faire plus simple encore. Tac tac tac. Ou oubliez ça, ça m'a l'air d'être un piège. C'est un coup à se retrouver avec des box extents dans tous les sens. Si par hasard je rajoute juste un tout petit peu d'offset ici. Allô? Oui. Oui. Ah, merci. Si je fais 60, ouais non, le scale va pas être le même. Ah si. Bah, c'est parfait. Donc on peut gruger un tout petit peu pour allonger, prolonger un tout petit peu la box extents, un tout petit peu. Juste pour avoir la garantie que même si visuellement le joueur ne marche plus sur le tapis roulant, il est quand même un petit peu poussé, pour éviter d'avoir ce petit le personnage qui se coince sur ma box. Donc là maintenant, normalement, je devrais plus avoir de saut parce que je continue à le pousser. Voilà.
Donc vu qu'on ne rajoute pas d'inertie directement au personnage, on peut utiliser ça pour gruger un petit peu sur les distances. Très bien, donc là on a la logique du tapis roulant qui marche bien. Ce que je pourrais faire maintenant pour voir, c'est de constater que si je rajoute par exemple un cube dans ma scène, ou même plusieurs cubes, hop, et si je prends ce cube et que je fais un simulate physique, ah oui, d'abord on va voir que ça ne marche pas en fait. Parce qu'il collisionne bien avec ma plane, mais il ne se déplace pas. Par rapport à ça, donc essayez de vous rappeler le petit truc sur le collision overlap. Ici on a un on component begin overlap et on component end overlap. Et tout ça c'est des hit events. Et si je regarde un petit peu le cube que j'ai mis dans ma scène, donc j'ai mis un simulate physique, ça marche, très bien. Par contre le truc qui manque ici, c'est ça. Dans les propriétés de collision, on a les overlap events, et les simulation generates its events. Donc celui-ci nous intéresse pas, par contre celui-ci oui. Parce que ça, en gros, ça permet de nous dire que, ok, cet acteur peut overlapper avec d'autres, mais tant que cette case n'est pas cochée, en gros, ça veut dire que cet acteur, cette box, ne sera pas compatible avec ça. Ce qui se passait exactement avant. Genre, notre boîte, elle était correctement physiquée, elle tombait bien sur le tapis roulant, sa physique était bien simulée. Par contre, ces events-là n'étaient pas activés, n'étaient pas déclenchés, parce que cette propriété n'était pas déclenchée, vu qu'on teste les overlap events. Et si maintenant je teste, j'ai mon cube qui est correctement poussé. Et on voit justement le problème du mesh qui tombe un petit peu à pic. Mais au moins maintenant, je peux récupérer ce petit cube, le dupliquer quelques fois, et maintenant je peux avoir plein d'acteurs sur mon tapis roulant, et moi compris, et bravo, c'est comme Mario. Oups. Donc là c'est pas mal, on a le tout de la logique, donc là avec ça, avec ce système, n'importe quel acteur, physiqué ou non physiqué, est compatible avec votre tapis roulant. Très bien. Maintenant, juste avant de terminer ce petit truc, on va voir un petit peu côté matériaux, côté shader. Parce que là, ça m'étonnerait que vous ayez du greybox jusqu'à la fin. À un moment, il faudra penser comment faire du shading de cette chose-là. Donc je vais juste créer un nouveau matériel, je vais l'appeler Math QWERTY infernal. Math tapis roulant. Je vais directement le référencer sur le static mesh component de mon blueprint. Et si maintenant je mets ça, je vais mettre mon blueprint côte à côte, et je vais prendre mon matériel. Alors, est-ce que le matériel peut s'updater? Non. Tapis roulant. Très bien. Donc là, c'est mon matériel, et ce que je vais faire, par exemple, c'est un texture sample. Donc là, admettons, je me dis, ok, bah, je vais avoir un tapis roulant, très bien. Est-ce que j'ai quelque chose d'un peu grilleux? Ouais, bon, on va prendre ça, juste pour voir un petit peu un pattern régulier, justement. Et on va voir que ça va être infernal, en fait. Parce que le problème que j'ai, c'est que je scale mon acteur. Donc déjà, mes UV, c'est niqué. Avec ça, je peux pas faire grand chose d'exploitable. Donc je peux difficilement imaginer par exemple une texture de chenille avec un tiling régulier, quel que soit le scale en X de mon tapis roulant. Donc déjà ça, le tiling c'est un problème. Et l'autre c'est que, bah oui, ok, on me déplace dans le monde, mais techniquement un tapis roulant, ou même un escalator ou n'importe quoi d'autre, ça vous déplace parce que la surface en dessous de vos pieds se déplace. Donc là, je m'attendrais à avoir un panning de texture. Donc là, on cumule deux problèmes assez désastreux, qui est, le premier, c'est qu'on a un scale qui dépend du scale de notre acteur, du coup, il faudra trouver le moyen de scaler les UV, et de l'autre, il faudrait faire matcher la vitesse de déplacement de notre tapis, qui dépend d'un acteur à l'autre, en fonction, du coup, de la vitesse. Donc là, on cumule deux problèmes. Et par rapport à ça, je vais vous montrer juste un petit truc. Alors, il y a plein de solutions, comme toute chose. Là, c'est juste une piste qui, pour moi, me semble assez intéressante, parce qu'on peut passer énormément de temps sur ce genre de truc. Donc, vous connaissez très certainement le triplanaire, comment utiliser les positions des pixels pour faire du
du mapping en triplanaire, c'est-à-dire sans utiliser les UV du mesh, mais en utilisant les positions des pixels, moi je vais vous montrer comment faire du tangente triplanaire. Alors, la première chose qu'on va faire dans ce petit matériel, c'est d'utiliser un world position. Le world position, attention, c'est pas la position de votre objet ou quoi, c'est la position de votre pixel. Donc si je fais une start preview, j'ai plein de couleurs, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on a des pixels qui sont plus en Y, des pixels qui sont plus en X, des pixels qui sont plus en Z, et tout ce qui sera en dessous, ce sera noir parce que ce sera en -1. Et donc en couleur, on peut pas voir une couleur négative, mais si je fais absolute, pour voir la valeur absolue, c'est-à-dire si je convertis les négatifs en positifs, je récupère exactement les mêmes couleurs. Donc ça, c'est la position de votre pixel, et c'est ce qui va permettre d'utiliser du triplanaire. Le problème du triplanaire, c'est qu'on utilise la position de notre pixel, on ne prend pas du tout en compte sa rotation, ce genre de choses. Ici, je vous dis qu'il y a moyen de convertir une world position en tangente position, c'est-à-dire de baker quelque part la position de votre pixel par rapport à votre surface, c'est-à-dire à votre mesh. On va faire un exemple très très simple. Si je prends l'absolute position, je fais un divide par 100, et je vais faire un fraction pour récupérer la fraction, et je vais mettre ça juste ici dans la color. Juste pour observer un petit peu ce qui se passe, et on va voir que, attention, attention, donc j'ai ça, donc ça ressemblerait à du triplanaire, donc on a une grille. Le problème c'est que si je la rotationne, ma grille reste régulière. Pourquoi? C'est tout à fait logique, c'est parce qu'on utilise la position de notre pixel. Et le fait de faire une rotation, techniquement, ne change en rien la position d'un pixel. Par contre, si maintenant je récupérais cette position et que je faisais un transform, et ça, en gros, ça permet de faire une conversion matricielle où on peut transformer une position dans un espace donné vers une autre position dans un autre espace donné. En l'occurrence, on va faire une conversion de world space, c'est-à-dire j'ai une coordonnée dans le monde, et on va le convertir en tangente space. Et le tangent, ça va être par rapport à ma surface. Et le fait de faire juste ça, ça va me permettre en gros de récupérer ma position, mais par rapport à ma tangente. Et là, du coup, je remarque déjà que j'ai du glissement, certes, mais ma grille est régulière et elle suit mon mesh. Et si maintenant je peux scaler mon acteur dans tous les sens, donc là je le scale, ma grille ne change absolument pas. Et là je viens de faire du triplanaire, mais pas en world position, mais en tangente position. Et maintenant on va aller un peu plus loin pour gérer un peu plus tout ce qui est tiling, offset, tout ce genre de choses. Donc ça c'était juste pour prévisualiser un petit peu une world position, parce que comme dit de base, ça ressemble à ça, et on ne peut pas en faire grand-chose. Donc si vous dealez avec des world position, ou avec de la depth, ou avec des valeurs en gros qui excèdent moins infini, plus infini, pensez à utiliser ces petits trucs bien pratiques. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est juste rajouter du contrôle sur mon tiling. Donc là d'abord, on va garder en tête le fait qu'on est en world position. Et ça, ce sera intéressant pour plus tard. Gardez juste en tête que là, on est en world position, quelque part. On le convertit en tangente space, mais techniquement, nos UV de départ sont toujours les absolute world position, et du coup des coordonnées dans le monde. Donc je vais juste rajouter un divide. La première chose que je vais faire peut-être, c'est un component mask. Donc là, on a un float 3, vu qu'on est en world position, donc X, Y, Z. C'est pour ça qu'on a 3 couleurs ici. Moi, ce que je veux, in fine, c'est juste des UV. Donc c'est juste 2 coordonnées. Et là, les coordonnées qui m'intéressent, logiquement, vont être X, Y, U, V. Et donc, l'entrée RG de ma sortie de mon transform vector. Donc en gros, je vais juste... Décidément, la gorge aujourd'hui, c'est pas ça. Pardon. Donc là, je vais juste m'affranchir de la coordonnée en Z, qui ne nous intéresse pas du tout. Nous, on a une surface... on a un tapis roulant, mais on n'a pas de profondeur sur ce setup. Donc je vais juste faire un mask RG, pour m'affranchir de la 3e coordonnée qui ne me sert à rien. Et maintenant, ce que je vais faire, du coup, c'est un tiling. Donc, je vais me rajouter 2 scalar parameters. Donc, vous pouvez appuyer sur S, maintenez appuyé, vous cliquez, bim, vous avez un scalar parameter avec 8S. Parfait. Donc, je vais l'appeler uScale,
Je vais en faire un autre. Oula. V-scale. Voilà. On va faire un petit append vector. Donc le append vector, lui, il permet de donc pas de faire une addition de floats, mais de faire une, comment dire, de les mettre côte à côte. Pas de l'immerger non plus, ça me paraît impropre dit comme ça. Mais en gros, vous avez deux scalar parameters, donc c'est deux floats côte à côte. Et en faisant un append, vous allez transformer ces deux floats isolés en un float 2. Donc en l'occurrence, on a uScale, vScale. Le fait de faire un append va permettre de récupérer un uVscale. U et V. Donc ça me permet juste de transformer mes deux floats séparés en un float 2. Très bien. Donc ça, je vais le mettre ici. Et ça, déjà, ça va me permettre du coup de gérer mon scale. Donc je vais faire diviser par 100 pour le moment. Pourquoi diviser par 100 ? Bah, comme dit, on est en world position ici. Et en world units, pardon. On utilise la world position. Donc si je divise par 100, c'est comme si j'avais une UV scale de 1 mètre, de 100 Unreal units. Voilà. Et si maintenant je regarde un petit peu ce que ça donne ici, donc là maintenant ça fonctionne parce que donc j'ai enlevé la troisième coordonnée, mais si je l'avais laissé par exemple, là il commencera à bouder parce qu'un texture sample il a besoin de UV, et là j'ai un XYZ, donc il y a une troisième coordonnée qu'il n'aime pas. Et si je regarde un petit peu ce que ça me donne maintenant, donc je vais mettre ça côte à côte. Donc déjà j'ai le même tiling ratio entre mes deux différentes planes, je peux les scaler. Il n'y a aucun problème, j'aurai toujours le même ratio. Je peux changer aussi mon scale, hein, si je préfère avoir un visuel un peu différent. Tiens, je vais avoir un truc un peu asymétrique. Hop. On pourrait rajouter des offsets, enfin bref, à partir de là, c'est un peu freestyle. Je vais le laisser à 50, tiens. Hop. Et maintenant, ce qui va nous manquer, du coup, c'est la vitesse, parce que là, on a toujours une surface qui, certes, a un tiling qui est homogène, quel que soit le scale de mes différents acteurs, mais là, maintenant, il faut rapatrier la vitesse là-dedans. Et pour ça, pas de problème. La vitesse, on la connaît, vu que c'est la vitesse qui est référencée dans notre blueprint. Et non seulement on la connaît, mais on sait qu'elle est aussi exprimée en world unit. Et on sait aussi que le graphe, le material editor, exprime lui aussi son information en world unit. C'est pour ça qu'on faisait un divisé par 100, 100 égale 1 mètre. Donc techniquement, il suffirait que je rapatrie la vitesse dans mon matériel, et je pourrais faire matcher un panning d'UV, que j'ai fait ici. Je pourrais faire matcher ma vitesse avec un panning d'UV. Donc pour faire un panning d'UV, au final, c'est quoi un panning d'UV ? C'est juste un offset, un déplacement de vos UV dans une direction, soit en U, soit en V. C'est juste ça en définitive. Donc pour faire ça, ce qu'on va rajouter, c'est des informations dans mes UV. Donc déjà, je vais préparer un add ici. Donc je vais rajouter un offset à mes UV. Je vais pas rajouter un offset dans les deux cas, parce que si je rajoute un offset en U et en V, ça va me faire un glissement en diagonale de ma texture. Là, je veux que ce soit dans une seule direction, en U ou en V. Donc je vais faire un append, je vais déplacer mes UV, enfin je vais faire l'offset que en U, pas en V. Du coup déjà ici je vais mettre un constant à 0. Et si je mettais par exemple, juste pour commencer et voir ce que ça donne ici, le time, c'est-à-dire le temps, et ben je commence à obtenir mon déplacement. Et si je compile maintenant, et si je regarde, effectivement j'ai un déplacement. Par contre, c'est pas le déplacement qui match, vu que là, on n'a pas encore le côté déplacement dynamique. Alors déjà, ça va pas dans la bonne direction. Là, mon tiling se fait dans cette direction, alors que mes objets vont dans l'autre. Mais en plus, la vitesse n'est pas encore là. Par contre, je peux utiliser du coup le time comme information de temps qui passe. Et ce que je peux faire maintenant, directement, c'est préparer... préparer quelque chose. C'est-à-dire que là, il va falloir que je reprenne mon information de vitesse. Et si par exemple je reprenais un autre scalar paramètre que j'appelle speed, pardon, je vais juste faire un time -1 pour inverser mon temps, pour faire mon panning dans l'autre direction. Parce que là j'ai ça, mais ça va pas du tout dans le bon sens. Je vais faire un apply et ça va juste le faire passer dans l'autre direction. Sauf si j'oublie de faire ça. Allô, allô ?
Voilà. Et si maintenant je récupère en plus la speed, oups, pardon, time fois -1 fois speed. Donc ça c'est mon graphe pour le moment. Et normalement, la seule chose qui va me manquer maintenant, c'est rapatrier la speed de mon blueprint pour le référencer dans le matériel de mon mesh. Et pour faire ça, il n'y a rien de plus simple. Ce qu'on peut faire directement, c'est retourner dans notre blueprint. Ah oui, un petit raccourci qui est bien sympathique, c'est quand vous sélectionnez un blueprint ou un matériel ou n'importe quoi, vous faites CTRL-B et ça vous le sélectionne dans le Content Browser. Et à partir de là, si vous sélectionnez un truc à l'arrache comme ça dans votre niveau, vous faites CTRL-B et ensuite tout de suite Entrée, pouf, vous allez l'ouvrir. Ça c'est fantastique. Et CTRL-B, c'est exactement la même chose que cliquer sur cette loupe. Donc si je clique sur la loupe et que je fais Entrée, j'ouvre directement le mesh. Voilà, c'est juste pour naviguer plus rapidement dans les menus. Donc si maintenant je voulais renseigner cette valeur de vitesse dans le matériel de mon mesh. Alors ça n'aurait pas trop de sens de le mettre ici, c'est-à-dire dans l'event stick ou dans le begin overlap. Ce que je vais le faire, c'est dans le construction script, c'est-à-dire la construction de mon acteur, où je vais lui dire, bah écoute, je référence ma vitesse, ma speed. Bah, ce qu'il faudrait, c'est que tu le références dans les scalars paramètres de mon matériel, pour faire transvaser cette information de vitesse. Donc je vais récupérer le static mesh. Je vais juste faire un set scalar parameter value on material, et ce node là en gros permet de prendre le static mesh, et de tenter d'appliquer le paramètre value sur tous les paramètres name de tous les matériels. C'est pour ça qu'on a onMaterials au pluriel. C'est qu'il va tenter d'appliquer cette valeur de partout. Donc là il faut juste que le nom concorde, c'est-à-dire que le nom de mon matériel, de mon scalar parameter, soit le même. Et ça me permet du coup de faire des variations dans mes matériaux. Et en mettant l'information de vitesse dans mon matériel instance, ce qui va se passer, c'est qu'au final, on va récupérer le temps, on l'a inversé pour faire matcher la direction, mais on le remultiplie derrière par la vitesse. Et vu qu'on a fait un tiling d'UV en triplanaire, mais en tangente, mais bref, que nos coordonnées sont en world space, que nos UV au final sont en world space, et bien la speed et nos UV concordent. Et normalement avec ça, on va avoir un panning de texture qui fit avec la vitesse de déplacement de mes objets. Et si j'inspecte maintenant, je vois que c'est un petit peu trop lent. C'est un peu trop lent. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors visiblement j'ai oublié un petit détail. Touc touc touc. Alors soit c'est à cause d'un effet de glissement. Ah oui, alors attendez. Ça c'est le... Oups. Un dernier détail. Désolé pour le petit imprévu. Hop, si je le mets plat. Oh non. Étonnant. Étonnant ça. C'est beaucoup plus lent. Ah, attendez. Oui, c'est moi qui ai fait de la myrte. Oui, parce qu'ici j'ai mis 50. Donc idéalement, si je mettais 100 par 100. Hop. Voilà, donc ça c'est le pourquoi le world unit. Autant pour moi. Voilà, et là du coup ça coïncide. Et du coup, avec ça, au moins vous avez un contrôle à la fois sur votre mapping d'UV et en même temps sur votre vitesse de déplacement de vos acteurs. Et le seul problème qu'il peut y avoir, après promis c'est le dernier, oups, c'est le fait que vous risquez de vous retrouver toujours avec un léger retard dans votre panning d'UV, parce que le problème qu'on a, c'est que vous avez toujours des entités qui sont simulées, physiquement, c'est-à-dire vos cubes, vos box et tout ça, donc elles ont une certaine friction avec votre sous-sol. Et techniquement, votre Add World Offsets vient un petit peu contrecarrer la physique. Donc vous risquez d'avoir des petits bleu-blottements en fait, ou des décalages. Donc ça match, mathématiquement c'est précis, pardon, c'est prêt, ça ne veut rien dire.
Mathématiquement, c'est prêt et ça se tient, c'est précis et ça se tient. Par contre, dans les faits, vu que ça vous pousse dans une direction et qu'en même temps vous êtes en train de frictionner avec, ça risque de vous faire quelques petits problèmes avec ça. Mais en gros, à partir de là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des tapis roulants qui marchent avec tout type d'acteurs. Alors effectivement, il y a aussi d'autres choses à améliorer. Je doute qu'un tapis roulant final soit juste une plane, il faudrait qu'il y ait aussi un petit peu d'animation, pourquoi pas l'animation de World Position Offset, ce genre de choses. Il y a pas mal de choses à faire, mais déjà avec ça, vous avez une base un petit peu plus complète par rapport à avant. Voilà, on peut faire une usine, c'est fantastique. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette méthode, s'il y a des problèmes rencontrés ou des questions, et à bientôt!